Bonsoir à tous et merci de faire démarrer cette soirée en notre compagnie. Nous la passons ce soir en 4 plateaux et l'édition du journal qui viendra à 19h45 exactement. C'est ça en fait le grand rendez-vous. Bienvenue à tous et suivez la météo. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous et au menu ce soir, la question de la mécanisation agricole avec comme angle de traitement la construction locale pour s'adapter aux réalités du pays. Sur ce grand rendez-vous, on dit tout simplement halte à la violation des droits du patient. Le Bénin travaille donc à atteindre cet objectif dans les hôpitaux du pays. On en parle sur Nature et Bien-être. Il faut soigner bien évidemment l'image du pays à l'étranger. Ceci amène les diplomates, sinon la diplomatie béninoise, à se mettre au service du développement du pays et la jeunesse y apporte sa pierre. Tout simplement un jeune actif dans la diplomatie béninoise est l'expert de ce grand rendez-vous. On le reçoit dans un instant. Oui, Ouida, cité touristique du Bénin, sur la liste bientôt, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un pari que se sont donc donnés les jeunes de cette localité, également d'autres experts. On va recevoir un parmi eux tout à l'heure sur la rubrique Horizon Culture. Vous savez bien évidemment que le grand rendez-vous, c'est également le journal à 19h45 avec à la présentation ce soir Amadine Aniambosso. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assume Gaba. C'est un plaisir de vous retrouver depuis la rédaction de BB24. Alors, il y a quoi au menu au service de l'information de BB24? Au menu du journal ce soir, la COP 24 qui entre dans sa phase active après plusieurs jours de travaux. Les participants peinent à trouver le moindre accord sur les changements climatiques. Fin de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Des résolutions ont été prises pour le renforcement du partenariat. La 5e promotion des jeunes leaders du Bénin a reçu son parchemin après 6 mois d'intense formation. Le programme JLB est une initiative de la Fondation Friedrich Ebert. Voilà donc pour ce menu, n'est-ce pas, Amadine Aniambosso? On se retrouve tout à l'heure à 19h45. Voilà, on se retrouve dans une quarantaine de minutes. Dans une quarantaine de minutes avec plus de précision. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, à tout à l'heure, Amadine. Avec vous, chers téléspectateurs, nous allons continuer. On va se retrouver au champ. Oui, cette fois-ci, on démarre donc avec les plateaux. Voici Monde agricole.
Bienvenue au champ, hein? Oui, on peut le dire ainsi, puisque c'est le monde agricole. C'est d'abord ça qu'on voit quand on parle d'agriculture, on voit les champs, les cultures et tout le reste. Mais aujourd'hui, nous parlons mécanisation agricole et précisément de la construction. On se dit qu'il faut donc construire localement pour s'adapter aux réalités du pays. Comment est-ce qu'on peut donc atteindre cet objectif? On va tout à l'heure en parler, mais avant, suivons déjà ce reportage. Disons que c'est un compte-rendu de Guillaume, voilà, qui nous présente une soutenance déjà sur la question mécanisation agricole. Regardez. Campus de Hawaï dans la commune de Kétou, un campus de l'Université nationale d'agriculture. L'institution met sur le marché de l'emploi sa 3e promotion de diplômés en licence. 22 impétrants appelés à livrer les fruits de leurs recherches en termes d'innovation pour relever le défi de la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Et ce ne sont pas les idées qui manquent, chacun y allant de son inspiration. Ici, une broyeuse de thé, là-bas, une décortiqueuse manuelle et motorisée d'arachide. Nous avons fabriqué cette machine pour permettre à ce que nos producteurs locaux de thé puissent l'exploiter et produire les thés de façon à la béninoise. Comment on pouvait intégrer l'utilisation manuelle et motorisée sur la même décortiqueuse? C'était ça l'idée. Donc pour pouvoir résoudre les problèmes dans les villages, dans les zones où les gens n'avaient pas les moyens d'utiliser, mais d'avoir un moteur sur les décortiqueuses ou bien non pas même de courant, mais la possibilité d'utiliser un moteur. Visiblement, les étudiants ont laissé s'exprimer leur génie à la hauteur des attentes des autorités de l'université, mais surtout des acteurs du monde paysan béninois. C'est des mémoires qui sont des mémoires d'un très grand intérêt et qui permettent donc aux étudiants d'arrimer leurs connaissances avec la réalité du terrain. Et je crois que ce qu'ils ont présenté sur le décortiquage de l'arachide en utilisant une décortiqueuse hybride est quand même une innovation à louer. Des innovations empreintes d'originalité, à l'instar de ce four à provendre et de ce mangeoire automatisé. Et la liste est longue des motifs de satisfaction pour les formateurs de ces étudiants. C'était l'école de machinerie agricole, mais avec les réformes, l'école alors est migrée vers une école de génie rural qui est beaucoup plus large parce qu'on offre alors aux jeunes la possibilité de se faire former non seulement en agroéquipement, mais également en spécialiste de l'infrastructure rurale et assainissement, étant donné que la plupart de nos communes ont besoin vraiment de ce type de techniciens. Actuellement, on propose donc des formations sur l'électrification rurale, qui est un domaine vraiment important pour la sous-région de l'Afrique subsaharienne. L'électrification rurale et énergie renouvelable. Une sous-région majoritairement agricole avec une technologie jusque-là moyenâgeuse et qui demande de plus en plus de volonté politique et de mécènes pour propulser le développement des pays la constituant. Merci beaucoup à Guillaume Avienou pour ce compte rendu. On revient en plateau avec M. Gontran Bagan. Il est spécialiste en agronomie. Bonsoir. Bonsoir, M. Gaba. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également de m'avoir invité. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assimi Gaba. Enfin, je vous retrouve, monde agricole. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi. Ah, sincèrement, j'ai le sourire aux lèvres. Et déjà, en suivant ce reportage de Guillaume Avienou, je me dis beaucoup d'appareils construits et qui inspire beaucoup quand on parle de mécanisation agricole. En fait, le plateau hier, c'était avec Agnat Belot. On a parlé de long en large de ces machines-là qui ont été conçues et fabriquées par les jeunes étudiants et qui répondent par ailleurs à un besoin sur le marché béninois. Et aujourd'hui, on se propose de parler de l'entretien de ces machines-là. Entre autres, on va aborder d'autres sujets aussi. Alors, M. Bagan, merci une fois de plus d'être sur le plateau. Assimi l'a dit, vous êtes spécialiste en agronomie, mais vous êtes aussi spécialiste en génie rural. Je tenais à apporter la précision. Alors, dites-moi, quand on parle de construction mécanique et qui arrive à se trouver une place dans le monde agricole, en quoi consiste-t-elle? Oui, merci beaucoup, Madame Pazou. Bonjour. Et je vous remercie d'être sur le plateau. Lorsqu'on parle de construction mécanique, en réalité, la construction mécanique peut être appliquée à différentes filières. Mais ici, dans le monde paysan,
dans le monde, dans l'agriculture, nous, on applique la construction mécanique pour satisfaire aux besoins des producteurs, réduire la pénibilité de leur travail, que ce soit le travail au champ, que ce soit le travail après le champ, c'est-à-dire après la récolte, il faut peut-être des machines pour pouvoir assurer la durabilité des produits, des machines pour transformer les produits agricoles. Donc il faut nécessairement les aider à pouvoir réaliser leurs vœux. C'est surtout ça. Mais moi, ça me paraît un peu curieux d'allier la mécanique à l'agriculture, parce que souvent, quand on parle mécanique, quand on dit mécanique, on voit des gens qui sont dans des blousons bleus et qui s'occupent des motos, des voitures. On ne voit pas du tout l'agriculture. Oui, exactement, parce que jusqu'à ce moment, le problème de la société, c'est le déplacement. Et lorsque on parle de mécanique, souvent l'idée, c'est de faire en sorte de faire déplacer les gens avec un arrêt donné, ou bien voiture, ou bien moto, ou bien tricycle, etc. Ou bien l'avion même, ainsi de suite. Mais actuellement, et dans tout le monde entier, de plus en plus, la mécanique maintenant sert beaucoup plus à l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas utiliser la main, on n'utilise plus la main pour faire l'agriculture dans beaucoup de pays. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres choses dont on a besoin dans l'agriculture, mais pas seulement la mécanique, parce qu'aujourd'hui, même la mécanique, il n'y a pas que la mécanique pure dure que nous connaissions il y a 10 ans. La mécanique aujourd'hui, être un bon mécanicien, c'est aussi faire les trucs techniques. Parce que la mécanique seule ne répond plus même aux besoins, surtout même dans le monde agricole, où il y a beaucoup d'automatisme. Voilà, mais là, ça veut dire en réalité que ces machines-là existent déjà dans d'autres pays. Mais pourquoi insister sur la construction au plan local au Bénin? Oui, merci Monsieur Gaba. C'est pas toujours vrai. Il y a des machines, certes, qui peuvent exister parce qu'on n'a pas toujours les mêmes produits agricoles d'un pays à l'autre. Donc nous fabriquons des machines qui répondent à notre pays. Un exemple, les semoirs importés par exemple dans notre pays. Ils ont importé des semoirs, on a utilisé, mais les paysans ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas été satisfaits. C'est pas adapté. Ils ne sont pas adaptés à notre climat, à nos réalités. Donc, il faudra faire peut-être des corrections pour l'adapter. Mais là, la mécanique est appliquée directement à l'agriculture. Donc, on regarde vraiment nos conditions et les besoins, on fabrique les machines pour vraiment adapter à ça. Et c'est ça qu'il faut pour notre pays, pour vraiment décoller vraiment l'agriculture, telle que nos autorités. Alors, M. Bagan, je suppose, il ne suffit pas de concevoir et de fabriquer ces machines-là. Derrière, il y a l'entretien. Merci. Est-ce que ça se fait déjà chez nous avec les étudiants que nous avons vus dans le reportage? Merci Madame Pazzo, c'est exactement ça. Même depuis la conception, on pense déjà à l'entretien. On pense déjà à mettre des dispositifs pour faciliter l'entretien du matériel. Sinon, on va fabriquer un matériel, ça va travailler 2 mois et après on va jeter et puis fabriquer un autre. Non, il faut penser à l'entretien de manière à faciliter les réglages pour que l'utilisation soit durable. Et c'est justement pour ça que lors de la conception déjà, les étudiants pensent à ça et mettent les dispositifs nécessaires pour pouvoir faciliter l'entretien, pour pouvoir rendre utilisable la machine pendant une longue durée de vie. Et donc, ce sont les étudiants eux-mêmes qui se chargent de l'entretien de ces machines-là. Et justement, si la conception n'a pas entièrement fait par les étudiants parce qu'ils n'ont que le bac plus 3, mais la fabrication et la maintenance, c'est de leur ressort. Ils sont tous capables de faire l'entretien. Et c'est très important de dire ça parce que si vous, donc du sud au nord, vous allez constater qu'il y a beaucoup de machines de transformation agricole que les gens ont achetées, mais qui travaillent pendant un moment seulement. Ils sont incapables de trouver des mécaniciens agricoles capables de réveiller ces machines. Et là, ils les abandonnent. Et c'est dommage. Donc, on a besoin vraiment de ces techniciens du sud au nord, partout. Que ce soit, donc je vois, il y a des moissonneurs qui sont garés à gauche et à droite, des décortiqueuses de riz, des mini-décortiqueuses de riz. On voit des râpeuses, des petites machines qu'on peut facilement réparer. Mais qui sont laissées à l'abandon. Qui sont laissées à l'abandon parce qu'ils n'ont pas trouvé des techniciens, des mécaniciens qui peuvent réparer. Mais la personne qui est en train de construire, de concevoir ces appareils, est-ce qu'il est vraiment libre pour aller encore assurer la maintenance? Supposons je suis à Cotonou et que je vends à quelqu'un qui est peut-être à Parakou, par exemple, ce sera difficile d'aller jusqu'à Parakou pour réparer cet appareil. Oui, M. Gaba, vous avez bien posé ça, c'est vraiment un problème. C'est vrai, ça veut dire quoi? C'est vrai que celui qui fabrique est capable d'assurer la maintenance. Oui. Mais il n'est pas évident que le fabricant, parce qu'il n'a pas le temps, il est en train de fabriquer, il ne peut pas penser au problème de maintenance ailleurs. C'est pour cela qu'on doit multiplier les techniciens. Non seulement ces techniciens de ce niveau, mais on va multiplier les techniciens du bas niveau. Et ça, l'université a bien vu.
Avec les partenaires, l'université est en train de penser créer des formations continues. Formation à la carte, l'apprentissage, même pour ceux qui connaissent très peu de français, les amener alors à pouvoir dépanner au moins dans chaque arrondissement si on a quelques mécaniciens agricoles capables de régler ces problèmes. Ce serait bien. Ces licenciés professionnels peuvent maintenant juste les entourer et permettre donc de leur donner des biens, leur améliorer leur perfectionnement pour pouvoir... Un projet à proposer peut-être à nos communes. Justement, c'est pour ça que maintenant, nous sommes donc dans la mouvance. On commence déjà par faire des partenariats avec les communes, tenir compte de leur réalité et leur faire des propositions pour répondre vraiment aux besoins de notre population. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas aussi associer ces utilisateurs-là des machines agricoles? Est-ce que ce n'est pas possible que les petites pannes, ils arrivent à les régler? Oui, justement. Lorsque nous avons parlé donc de la formation continue, avant tout, ce sont eux qui ont demandé parce que nous travaillons de façon très commune avec les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Donc, c'est des associations qui ont fort parce qu'ils ont déjà des machines, des tracteurs, machines de transformation agricole, des charrues, tout ça là, mais ils posent la maintenance pour vraiment un problème. Et nous sommes rentrés en partenariat pour pouvoir vraiment régler ce problème avec eux. Donc, c'est un besoin qu'eux-mêmes déjà ils ont identifié. Donc, à part ces CUMA là, il y a des privés, des individus producteurs qui sont capables d'avoir des machines et peuvent nous appeler toujours, peuvent appeler donc des mécaniciens agricoles pour les aider à résoudre ces problèmes. Il y a le cas de Guaïcon, je ne veux pas appeler la ferme, faire la Guaïcon, où l'étudiant parti en stage, c'est un privé qui a sa ferme, il a un problème technique qu'il a posé pendant le stage, les étudiants ont réglé ces problèmes et il est tellement surpris, c'est lui qui fait maintenant la publicité aux étudiants qui sont très bons, ils sont où, qui n'a jamais vu des étudiants capables de régler un problème concret vraiment et jusqu'à aujourd'hui, sa machine a fonctionné alors que la machine est garée il y a plus de 10 ans. Ça n'a jamais fonctionné. Et donc, on peut dire que la mécanisation, la construction mécanique est bien réelle depuis un bon bout de temps chez nous au Bénin. Mais dites-moi, est-ce que les pièces de ces machines-là sont disponibles? Justement, les pièces, étant donné que ces machines ne sont pas fabriquées avec des pièces importées, les étudiants ont usé leur génie en utilisant donc dans le commerce ce qui est dans le marché pour réaliser. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Donc, tout ce dont la machine est constituée est fabriqué, est conçu et fabriqué chez nous. Trouvé ici sur place, dans notre marché. Donc c'est disponible en matière de maintenance, pas trop de difficultés. Le problème c'est la compétence. La compétence humaine surtout. Et que l'université est garant, est prêt à former toujours les gens, quel que soit le niveau. Elle est disponible pour recevoir tous ces jeunes-là qui sont intéressés. On est très disponible pour ça. Merci beaucoup, M. Bagan. Je tiens à dire que lorsqu'on parle de machinerie agricole, maintenant, nous précisons que c'est bien l'agroéquipement. Agroéquipement pour éviter tout ce qui embrouille partout, la machine agricole. L'agroéquipement qui prend en compte et les travaux avec les machines et la fabrication et la maintenance. C'est la maintenance, d'accord. Les étudiants sont capables d'aller jusqu'au master s'ils veulent. Voilà. L'agroéquipement désormais, on comprend, on garde donc le thème. Merci à vous, Estelle Pazou. Merci également à vous, M. Bagan. À très bientôt. Merci, c'est moi qui vous Nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. On va retrouver l'expert de ce grand rendez-vous avec lui. Nous parlons de la participation de la jeunesse à rendre, sinon à donner une bonne image au Bénin. Là, c'est tout un autre sujet parce que quand on quitte l'agriculture pour la diplomatie, je pense que c'est juste un pas, parce que c'est une question identitaire aussi et il faut revendiquer cela. C'est l'expert du grand rendez-vous. Oui, soigner l'image du pays, c'est l'objectif que les autorités béninoises se sont donc fixées. Oui, la diplomatie béninoise se met donc au service du développement du pays et la jeunesse apporte également sa pierre à l'édifice. On reçoit un de ces jeunes qui représente comme d'habitude, le pays dans différentes conférences, différentes organisations à l'international. Harry Videro, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Spécialiste en gestion des projets et diplomatie, vous avez représenté le Bénin dans plusieurs organisations, plusieurs activités, plusieurs conférences à l'international. On aura le temps, bien sûr, de revenir sur tout ça pour le moment, mais quand on parle de soigner l'image du pays, quand on parle de la diplomatie béninoise, vous qui avez fait un peu le tour,
Quelle est l'image que le Bénin affiche aujourd'hui à l'international? Merci, cher ami. Merci. Je pense que c'est un sujet d'actualité parce que, d'abord, quand on parle de diplomatie, il faut d'abord que les téléspectateurs sachent de quoi est-ce qu'on parle. Parce que quand on parle de diplomatie, les gens se disent c'est quelque chose qui ne me concerne pas, parce qu'on se dit diplomatie, c'est les diplomates qui s'en chargent et que c'est fini. Voilà. Mais bien sûr, il faut qu'on comprenne réellement que, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on est tous porteurs, diplomates d'une mission donnée, tant qu'on vient d'un pays donné. Pourquoi? La diplomatie, c'est vrai qu'en général, c'est des personnes qui représentent, qui discutent au fait pour porter un message donné afin que dans les discussions, tout puisse se passer sans violence. C'est ça le rôle diplomatique, normalement. Et les gens, d'abord, sans savoir, l'assimilent à ce qu'on appelle la politique étrangère, qui est définie par des personnes précises, comme le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères. Et la diplomatie ne fait que porter ce message de politique étrangère pour que ça se passe très bien. Donc, il y a une grande différence, mais les deux sont des choses qui vont de pair. De façon pratique, tous les Béninois sont des diplomates qui portent l'image de leur pays. Bien sûr. Donc, prenons l'exemple, par exemple, simple, pour que les gens puissent comprendre. Quand je parle de politique étrangère, vous avez le PAG qui a été fait et qui a été mis en place par le chef de l'État. Il y a les diplomates travaillant sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, qui sont des personnes averties, qui portent réellement au niveau des consulats, au niveau des ambassades, pour pouvoir mettre en place des discussions pour que des partenaires puissent peut-être investir dans notre pays ou bien pour des discussions données au niveau étatique. Ça, c'est réellement ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des représentants au niveau international, au niveau de l'UOMOA, au niveau de la CEDEAO, des personnes aussi qui portent réellement la diplomatie sur ce côté. Mais pourquoi est-ce que moi je parle maintenant du commun de nous tous, de la jeunesse, et qui doit avoir un rôle essentiel dans cela? On parle aujourd'hui de politique étatique, mais on parle des ODD. Et que toute chose qui est faite, toute politique qui est mise en place étrangère, a toujours un lien par rapport à cela. Alors la jeunesse doit réellement se prendre en main et voir en son sein comment est-ce que participer au développement de mon pays par la mise en place des politiques qui sont mises en place puisse me servir. C'est ça réellement le rôle que je puisse dire. Et en cela, on va revenir tout à l'heure. Oui, mais dites-nous, quand on dit que la jeunesse apporte sa pierre à l'édifice, parlant de l'image du pays, de la diplomatie et tout le reste, que doit faire la jeunesse en réalité? Est-ce que c'est le fait de se faire représenter, sinon, ou de saisir quel est son rôle en réalité dans cette politique-là aujourd'hui? D'abord, il faut savoir qu'on est en Afrique et qu'on a une population très jeune. Et que tout projet, toute politique étrangère mise en place, n'étant pas portée par la jeunesse, est vouée à l'échec. Je l'ai toujours dit. Ah oui? Première chose. Parce que si un programme est mis en place, c'est d'abord pour la population, pour une population donnée. Si on parle du Bénin, si un projet a été mis en place, c'est pour la population béninoise, c'est pour le développement du pays. Mais si ce projet qui est mis en place pour une majorité de jeunes. Quand on prend de 18 même jusqu'à 35 ans, on voit que près de plus de 60% de la population s'y retrouve. Si ces personnes ne deviennent pas porteurs de cette diplomatie, c'est voué à l'échec. Ça, soit clair. Maintenant, le rôle de la jeunesse, c'est quoi? Le rôle de la jeunesse, c'est de savoir aujourd'hui les objectifs de développement durable qui sont là, quand on parle de 17 ODD, de savoir pourquoi atteindre ces objectifs, chacun a une mission donnée. Et pour cette mission, on ne peut pas attendre l'État. On ne peut pas attendre tel pour le faire. C'est ça réellement le rôle de la jeunesse que je peux dire au niveau de la diplomatie. Donc c'est que chacun, comme j'ai l'habitude de m'appeler, je m'appelle diplomate pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030-2063. Donc si tout le monde se retrouve en cela, je pense que les messages peuvent être portés comme il le faut. Comme il le faut même. Vous avez représenté le Bénin dans différentes conférences de façon pratique. Qu'est-ce que le Bénin a pu gagner dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait de façon pratique? D'accord. On ne s'improvise pas diplomate, on ne s'improvise pas porteur d'un message. Parce que quand tu ne sais pas le faire, tu le fais mal. Donc, il faut dire que tout jeune
c'est d'abord un conseil avant de venir à moi précisément. Tout jeune qui veut s'aventurer sur ce terrain doit savoir qu'il y a un protocole donné qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, dans la politique internationale, il y a des manières pour pouvoir aborder des sujets, il y a des manières pour pouvoir s'exprimer, il y a des manières pour pouvoir porter des messages. Donc, ça, il faut l'apprendre. Et par les formations de politique internationale et autres, on peut l'apprendre facilement. Ou bien, en autodidacte, on peut se former à ça. Deuxième chose, moi, depuis 3 ans, c'est vrai, après près de 10 ans en entreprise, depuis 3 ans, j'ai l'habitude de représenter le Bénin à différents sommets. Que ce soit au G20, que ce soit au niveau de l'UNICEF et au niveau dernièrement maintenant au niveau de l'Union africaine. Première chose, on va aller pas à pas si vous me le permettez. Très bien. Au niveau du G20, je donne l'exemple simple. Chaque année où il y a un sommet de G20, on demande aux experts jeunes venant de tous les pays qui puissent se faire représenter après un texte donné. Des experts dans tout domaine, c'est ça? Dans tout domaine donné, mais qui se retrouvent porteurs de pouvoir porter les objectifs de développement durable. On doit trouver par exemple au Bénin une seule personne qui réunisse les capacités intellectuelles et de diplomatie pour porter un message fort pour l'atteinte des objectifs de développement durable pour le pays. À chaque sommet du G20, c'est fait, comme tous les autres. Et je vais d'abord commencer par là, où j'ai eu la chance de représenter le Bénin pour alors m'accentuer sur ces 17 objectifs. Donc, l'idée pour moi, c'était de faire valoir en quoi est-ce que les jeunes, vu ces 17 objectifs qui sont mis en place, puissent se retrouver et pouvoir mettre en place des projets porteurs et être financés par les institutions. Deuxième chose, comment est-ce que les programmes comme le PAG qui est mis comme politique au pays, on puisse quand même l'associer à l'agenda 2063 pour que les jeunes s'y retrouvent. L'agenda 2063, c'est quoi déjà? L'agenda 2063, ça vient de l'agenda 2030, comme je disais tout à l'heure. 2030, concernant bien sûr les ODD. Les ODD, oui. Les pays africains, pour une fois, je me suis dit, se sont retrouvés et sont d'accord que nous, en 2030, on ne pense pas atteindre ces objectifs, mais en 2063, nous sommes d'accord, on pourra les atteindre. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout jeune, moi je dis aujourd'hui, quand je vois tout jeune, à tout moment, je peux dire, tu connais les objectifs de l'agenda 2063, ça, il ne faut pas être diplomate pour le savoir, il ne faut pas être tel pour le savoir. Il faut que tout le monde soit apte et capable de savoir d'abord où est-ce que nous allons. C'est dans où est-ce que nous allons qu'on puisse quand même s'organiser pour porter un message. Que chacun pourra vraiment choisir son chemin en réalité. Donc moi, j'ai eu la chance quand même au niveau, comme je le disais tout à l'heure, en 2016, à Berlin, de discuter avec un plateau d'experts venant que ce soit des États-Unis, que ce soit de tous les pays du monde, avec les grandes puissances, de comment est-ce que nous pouvons porter les ODD pour servir au Bénin. Au Bénin. Et vous avez pu ramener quoi comme concret en réalité? Comme concret, c'était de passer un message fort. Okay. Le message fort, c'était quoi? De comprendre que nous avons une politique comme le PAG au Bénin qui a été mise en place et qui suit l'atteinte des objectifs des ODD et qu'il était important et urgent que les pays qui se sont déjà associés et pour cela, puissent regarder d'un bon œil le Bénin et puis savoir que nous sommes prêts et ouverts à collaborer avec d'autres pays, d'autres investisseurs dans les domaines donnés pour pouvoir atteindre ces objectifs. J'ai pris par exemple le cas de l'éducation où j'ai proposé la réforme du système éducatif au Bénin et dans la CEDEAO. Toujours dans cet objectif, parce qu'on dit on ne peut pas aller atteindre un objectif aujourd'hui pour la jeunesse sans revoir l'éducation en Afrique. Un projet a été porté aujourd'hui et qui suit son cours. Je suis en discussion, ça a été déposé même au Bénin sur la table des politiques pour que les gens puissent comprendre que pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut s'accentuer sur la jeunesse. Et que si la jeunesse a porté un message aujourd'hui pour dire notre première vision, c'est l'éducation, il faudrait réellement qu'on aille sur ce terrain-là, d'accord, mais comment faire pour que d'autres jeunes, pour qu'on soit davantage, que la jeunesse béninoise soit davantage représentée pour mener, c'est pas cette offensive-là dont a besoin réellement le pays. Moi, je dis, je suis toujours fier quand je représente, comme on me demande, comme je disais, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'UNICEF, que ce soit à l'Union africaine et bien d'autres, que je me retrouve à représenter le Bénin. Et j'aurais voulu, comme je dis toujours, que d'autres Béninois aussi puissent suivre le cas. Pour cela, un creuset a été mis en place, que je suis en train de mettre en place, pour la formation, la communication et l'accompagnement des jeunes à pouvoir porter un message. Et en cela, j'ai laissé un message fort, même à notre cher gouvernement, parce que
Si on le fait, c'est pour accompagner les politiques, la politique étatique, pour que ce cadre soit un cadre formel de représentation, pour pouvoir mieux porter, aider aussi les diplomates. Mais il y a quand même les organisations de jeunesse, on a l'OCJ au Bénin. Excusez-moi, c'est quand même une représentation. Excusez-moi, je fais toujours attention réellement aux critiques. Je dis toujours quelque chose. Je suis et je me vois souvent dans cette bataille être souvent seul au niveau international. Je le dis souvent et je l'assume. Comme je dis, si en 8 conférences sur presque toutes les institutions internationales, je suis souvent le seul à représenter, ce n'est pas toujours d'un bon oeil d'être seul. J'aurais bien voulu. Et j'aimerais que ces institutions-là, comme OCJ et autres, puissent réellement s'ouvrir et que dans un cadre de dialogue et de concertation, c'est ce qu'on veut de la jeunesse. Quand on parle de la diplomatie de la jeunesse, il faut qu'on soit capable de s'organiser entre nous, il faut qu'on soit capable de porter le message, de s'ouvrir et pouvoir mieux apprendre et pouvoir mieux découvrir et qu'ensemble porter les politiques. Parce que si on le fait, c'est d'abord pour le pays, c'est d'abord pour le PAG. Et ne pas se dire que atteindre les objectifs de développement durable, c'est un rôle de l'État. Ne pas se dire que la diplomatie portée pour un message de développement de la jeunesse, ce n'est pas à attendre l'État pour le faire. L'État a mis en place déjà une politique. Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, la politique étrangère a été mise en place par l'État. Donc il faut que la jeunesse s'en inspire. S'en inspire, juste pour dire, mais ok, moi je suis capable de faire ça, ça, ça. Comme je dis, je ne suis pas politique, je ne suis pas telle chose, mais je prends à bras le corps tout projet venant des politiques par rapport aux objectifs à atteindre, et en cela, on s'improvise réellement en tant qu'ambassadeur. Et ne pas penser que réellement il faut une formation de diplomate simplement et de laisser les diplomates, mais un titre de diplomate d'abord avant de porter un message. Parce que je dis toujours quelque chose, et c'est vrai, là il faut que je prenne la parole pour demander réellement au gouverneur aussi, en toute chose, de savoir réunir les jeunes. C'est vrai que je sais que moi j'appartiens à un cercle qu'on appelle le CAPP par exemple, qui est un cercle de concertation des experts du public et du privé, que le gouvernement consulte souvent pour pouvoir voir s'il y a des problématiques sur lesquelles il faut échanger. Harry Videro, vous n'avez toujours pas répondu à ma toute première question. L'image du Bénin à l'international aujourd'hui, c'est quoi, selon vous? L'image du Bénin à l'international, d'abord, première chose, elle n'est pas encore bien connue. Première chose, le Bénin n'est pas encore bien connu. Chaque fois que moi je vais et je me présente, le Bénin c'est où? Le Bénin on se trouve où? Donc, on est francophone, il faut qu'on y travaille. Et qu'il faut qu'on y travaille, oui. Réellement. Et puis il travaille sur plusieurs secteurs. Il y a le secteur de la culture qu'on peut choisir, le secteur de l'éducation, sur plusieurs secteurs. Même du sport, ça dépend. Deuxième chose, il y a la manière dont, ça je ne vais pas m'y aventurer, les politiques aussi font représenter le Bénin. Okay. Parce que si dans d'autres pays, tout le monde met la jeunesse devant, et que si dans notre pays, on pense que c'est l'affaire seulement que des politiques, ça aussi c'est un problème. Donc je pense que réellement, il faut un travail de fond qui puisse se faire avec les politiques et la société civile pour pouvoir réellement assainir ce milieu de la diplomatie. Merci beaucoup à vous, Harry Videro, spécialiste en gestion des projets de diplomatie. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. On va se retrouver très prochainement pour continuer. On espère bien que vous allez toujours continuer à travailler, rassembler davantage de jeunes au Bénin pour que cette image-là soit vraiment portée par la jeunesse béninoise. La suite de ce grand rendez-vous, ce sera avec voilà, les hommes de santé, nature et bien-être. Nous parlons aujourd'hui de comment est-ce qu'il faut donc mettre fin à la violation des patients dans nos hôpitaux. C'est cela, nous allons parler sur nature et bien-être tout de suite. C'est clair, il faut donc dire halte tout simplement à la violation des droits du patient. Le Bénin travaille donc à atteindre cet objectif. On en parle bien sûr sur Nature et Bien-être ce soir avec l'aide de M. Saturnin Agbani Bilosessi. Vous êtes avocat. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est vraiment un grand plaisir. Alors quand on parle de violation des droits du patient, qu'est-ce qu'on retient en réalité? Qu'est-ce qu'on y met? En réalité, c'est toute violation qui participe du non-respect par le médecin ou l'agent de santé de ce à quoi le patient a droit. Je m'explique, vous savez,
Ce n'est pas des notions subjectives, c'est des notions qui existent chez nous, qui sont définies, mais qui ne sont pas juste appliquées. Ah, d'accord. En termes de droit, par exemple, on peut en citer, si vous voulez, en termes de droit, par exemple, on peut parler du droit aux soins de qualité, par exemple. Donc, c'est des notions, c'est des principes qui sont dictés par le législateur, qui sont dictés par le code de déontologie médicale, mais qui ne sont juste pas respectés. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous allons suivre d'abord cet élément témoin et continuer bien sûr cet entretien et beaucoup plus en profondeur cet élément témoin juste pour illustrer le sujet. Regardez. Se soigner, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Chez les malades reçus au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, plus qu'un besoin, c'est un droit. Ils m'ont vite prise en charge. Elles ont été très aimables avec moi. Quand le soigné ou bien le patient connaît ses devoirs et que le soignant aussi connaît le droit des patients, je crois que ce serait maintenant un partenariat entre les soignants et les patients. Il y aura une relation vraiment soignant-soigné qui serait dans une harmonie, une ambiance humaine. Mais force est de constater dans la plupart des hôpitaux que les droits des patients sont souvent violés par certains agents de santé. Très souvent, nous blessons verbalement sans le savoir. Et très souvent, nous méprisons les droits de ces patients-là, de nos clients. Bon, d'autres le font aussi sciemment. Car je prends l'exemple d'une femme qui vient accoucher et déjà l'aide-soignante qui doit l'accueillir, l'installer sur la table roulante pour l'amener, je veux parler du brancard, pour l'amener vers la salle d'accouchement, mais qui commence par lui dire, c'est quoi? C'est une maladie, la grossesse. Marche, hein? Mais si tu ne marches pas, ça fait ton affaire. Les membres du réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour sensibiliser leurs pairs agents de santé sur les droits des patients. Nous nous sommes engagés maintenant à faire connaître ces droits à ces patients et à les respecter nous-mêmes afin que plus jamais dans les hôpitaux, nous n'ayons que les clientes et les clients n'aient plus à se plaindre de nous. La relation agent de santé patient-client se veut désormais être un partenariat. Violences faites aux patientes dans les établissements de santé, comment les éradiquer d'ici 2025? La réponse a été apportée au cours de ces échanges entre usagers de centres hospitaliers, universitaires, de la mère et de l'enfant Lagune. Alors, M. Abani, est-ce possible de mettre fin à ces violations-là au Bénin? Non, en fait, ce n'est pas mettre fin. C'est déjà qu'il faut démarrer une lutte contre ces pratiques et pour aboutir à leur disparition progressive de notre quotidien. De notre quotidien. Donc, mettre fin, c'est pas... Il faut démarrer la lutte. Il faut démarrer véritablement une lutte contre ces violations. Et ça dit qu'il n'y a vraiment pas de lutte, il n'y a vraiment pas d'organisation qui participe, qui déclenche une lutte contre ces violations-là au Bénin. Non, le problème se pose aux deux niveaux. D'abord au niveau du patient, qui ignore totalement ses droits, mais également au niveau du médecin, qui d'abord ignore aussi ses obligations. Mais ça s'apprend dans les écoles de médecine, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça s'apprend dans les écoles de médecine, mais vous savez, il faut que le médecin soit véritablement imprégné de son droit, de ses obligations vis-à-vis du patient. Et vous savez, la pratique a montré que dès que vous devenez médecin, dès que vous commencez par exercer, vous ignorez certaines choses. Ou alors vous n'avez peut-être pas eu le temps d'assimiler certaines choses, ou alors certaines choses ont fait défaut en ce qui concerne le droit médical. Puisque le droit médical regroupe tout ce dont je parle. Alors, donc, il faut que le médecin maîtrise ses obligations, mais il faut également que la population, que le patient puisse connaître ses droits. Et c'est à ce niveau qu'il y a un travail à faire en amont, avant de penser à l'éradication de ces pratiques. Est-ce qu'il y a vraiment des lois qui... Alors, il y a des lois.
Il y a des lois. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a des lois. Vous avez d'abord le droit à la santé, c'est un droit universel. Vous vous référez aux tests internationaux, vous allez voir, c'est un droit universel. Même dans la Constitution, à l'article 8, le constitutionnaliste l'a clairement défini. Très bien. Alors, quand vous prenez la loi portant code de déontologie, la loi numéro 73-14 du 8 février 1973 au Bénin, cette loi a édicté des droits vis-à-vis des patients. Vous avez par exemple l'article 2, où il est dit que le respect de la vie humaine et de la personne constitue en toutes circonstances le devoir primordial du médecin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin se doit d'observer un certain comportement vis-à-vis du patient. On peut se référer également à l'article 3, à l'article 4, qui parle de ce que le médecin ne doit soigner que dans des conditions qui puissent permettre d'octroyer aux patients de meilleures qualités de soins. Ça dit, je viens dans un hôpital, je constate que vraiment tout est sale. On me donne peut-être un lit qui n'est vraiment pas couvert avec un matelas complètement délabré, parce qu'on observe souvent dans oui, mais c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, c'est l'ignorance des tests. C'est l'ignorance des tests. Vous avez l'obligation faite aux médecins, par exemple, d'observer le secret médical. Et est-ce que dans notre pays, le secret médical est véritablement observé? C'est des questions qu'il faut se poser. Quand vous allez dans un hôpital et que le registre de tout le monde est ouvert au public et que on peut consulter un registre et voir le nom d'un patient et voir la pathologie, ça pose des problèmes. Mais alors, comment le patient dénonce le médecin qui ne respecte pas ses droits? Mais le patient, d'abord, s'il connaît ses droits, oui, il peut relever le médecin pour dire, docteur, s'il vous plaît, ce n'est pas normal ce que vous faites. La façon dont j'ai été reçu, je ne suis pas satisfait, ça peut se dire. Et de plus en plus, les gens le font. Vous allez observer que la tendance aujourd'hui, c'est de ramener le phénomène ou de ramener ce qu'on a vécu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre aspect du problème. Parce qu'on n'est pas satisfait, on veut que tout le monde sache qu'on a été victime d'une faute ou d'une erreur médicale. C'est une autre. Mais également, si en cas d'erreur véritable ou en cas de faute médicale, la loi permet au patient de se plaindre. Alors, et le droit de se plaindre constitue également un droit des patients. Un droit des patients, c'est un droit universel. Oui, vous avez dit de preuve, ça dit de violation véritable. Ça dit que le patient a les outils qu'il faut pour vraiment prouver cette violation. Non, le problème de la preuve constitue un problème à observer avec beaucoup je dirais, beaucoup d'analyse. Il y a des cas qui sont véritablement criards. Il y a des cas qui sont criards. Vous allez à l'hôpital, ce qu'on vous a prescrit, le médecin ne vous administre pas ce qu'on vous a prescrit. Vous avez ça, vous connaissez comment ça se passe. Le gars, il est diabétique, le monsieur est diabétique, on lui donne du sérum glucosé. C'est des cas évidents, et même tout le monde le dit, on lui donne du sérum glucosé. Le patient décède. Mais il n'y a aucune action qui est faite par la famille pour dénoncer et pour se révolter contre la chose. Parce que nous sommes dans un environnement où la tendance est que, bon, il est décédé, et c'est du fatalisme, quoi. Il est décédé, c'est même pas la peine de porter le cas, c'est même pas la peine de porter le préjudice devant la juridiction. C'est pas la peine de dénoncer le médecin. Ça ne va pas réveiller le mort. Voilà, ça ne va pas réveiller le mort. Oui. Ça ne va pas réveiller le mort. Mais pourtant, vous allez observer que les sociétés se sont développées parce qu'à des moments donnés, les gens ont saisi les juridictions, parce qu'à des moments donnés, les gens ont su revendiquer leurs droits. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bilosessi Saturnin Agbani. J'espère que vous serez avec nous très prochainement pour qu'on puisse approfondir la question, parce que quand on parle de droit,
droit médical, c'est vraiment large, c'est vraiment grand. 13 minutes ne suffiront vraiment pas à en parler de long en large. En tout cas, si déjà d'être venu et de déjà ouvrir cette discussion, on aura le temps d'aller un peu plus en profondeur. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec merci plaisir. beaucoup à vous. Merci à vous et à également. très bientôt. Oui, merci. Là, c'est l'heure, bien sûr, du journal sur le grand rendez-vous. Nous sommes avec Amadine Niabosso, déjà en place dans la rédaction de BB24. À vous, Amadine Niabosso. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. 40 chefs d'État étaient présents au sommet de haut niveau de la 24e conférence des partis sur les changements climatiques au cœur des débats, la neutralité carbone en 2050 et la question du genre. 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les travaux ont pris fin sur de bonnes résolutions. Les participants se sont penchés sur plusieurs thématiques dans les perspectives du futur partenariat ACP-UE. Outiller les jeunes leaders pour une connaissance approfondie des enjeux cardinaux de la nation, le programme JLB Seattle, 35 jeunes de la promotion 2018 ont reçu leur parchemin. La COP24 entre dans sa phase active, le sommet de haut niveau qui a réuni 40 chefs d'État et de gouvernement ouvre ainsi les débats sur la question du climat dans le monde. William Tchoki depuis Katowice. À Katowice, en Pologne, on entre dans le vif du sujet. C'est l'ouverture du segment de haut niveau entre les représentants d'État. Ils sont au total 190 pays représentés. Des acteurs non étatiques, ONG et institutions. Un moment de plaidoyer pour sauver la terre. 40 chefs d'État étaient présents à cette session, dont le président du pays hôte, le Polonais Andrzej Duda. Pour lui, il s'agit d'assurer une transformation juste et solidaire qui contribuera à préserver le climat tout en maintenant le développement économique et la création d'emplois. Antonio Guterres sera plus direct. Le monde ne va pas du tout dans la bonne direction pour limiter les effets dévastateurs du changement climatique. C'est une question de vie ou de mort et pourtant nous avançons très lentement, conclut le secrétaire général des Nations Unies. Face au climat, le temps presse ici à Katowice, ils l'ont tous reconnu, mais des actions pour limiter l'émission des gaz à effet de serre tardent à se concrétiser. Cotonou est depuis le début de cette semaine le carrefour des échanges de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne ACP-UE. Au thème des travaux, de grandes résolutions sont prises pour marquer un tournant historique dans les relations entre les États membres du groupe ACP-UE. Ulvaeus Balogo. Des communications, des panels de discussion, des réunions de groupe. C'était le menu de la 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP qui a coïncidé avec la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Une assemblée qui s'est penchée entre autres sur l'accord de Cotonou, la situation des personnes handicapées, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la cybercriminalité et contre les trafics des espèces sauvages. Cette problématique-là, elle est vraiment dans les résolutions parce qu'il va falloir protéger ces États insulaires, vous voyez, qui peuvent disparaître, mais vraiment dans les années qui viennent. Il y a toute la problématique du terrorisme et notamment du G5 au Sahel, où on veut renforcer l'aide internationale, l'aide de l'Union européenne, l'aide au niveau des Nations Unies, pour qu'il y ait à la fois une sécurité et surtout un développement. Cette assemblée parlementaire paritaire est née du désir de rapprocher les représentants élus de la communauté européenne, les représentants et élus des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec une seule ambition, faire la promotion des petites et moyennes entreprises, mais surtout du développement régional. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de développement économique dans les pays ACP, notamment des industries, vous voyez, adaptées à la demande des pays. On pense toujours export, mais on ne pense pas assez développement local. On ne pense pas assez aussi à aider les femmes, vous voyez, par des microcrédits,
à ce qu'elle développe des TPE et des PME et surtout de la diversification économique. Face à cet enjeu, il devient impérieux de bouger les paradigmes afin d'inverser la tendance. Il faut favoriser le dialogue politique et l'implication de la société civile. Sinon, sur le fond, eh bien, c'est un développement cohérent, c'est un développement, je vous dis, pour renforcer le tissu économique dans les pays ACP, c'est d'avoir plus d'investissements et notamment de favoriser le privé. Et pour favoriser le privé, il faut qu'il y ait une sécurisation. Mais ce que moi j'ai rajouté, c'est aussi une responsabilité sociale et environnementale. Le pari est donc pris et les travaux de cette session de Cotonou vont déboucher sur des résolutions pertinentes pour de nouvelles perspectives. Ils sont 35 jeunes sélectionnés et formés au leadership par la Fondation Friedrich Ebert. Après 6 mois d'intenses activités, ils ont reçu le parchemin qui fait d'eux de jeunes leaders du Bénin. Leur mission, œuvrer pour la démocratie et le développement du Bénin. Bruno Rotekpo, Estelle Pazou. Un tableau estampillé de 35 signatures. C'est la marque de la 5e cohorte des jeunes leaders du Bénin. C'est également la fin de 6 mois de formation, mais aussi et surtout le début d'une nouvelle aventure qui se décline en responsabilité et en engagement. Les engagements que nous prenons désormais pour le Bénin sont des engagements de très grande responsabilité. Et je peux citer entre autres le mentorat de certains jeunes que nous porterons désormais avec nous pour restituer cette formation-là que nous avons eue tout au long de ces 6 mois. En dehors de ça, nous avons des projets citoyens que plusieurs groupes ont portés tout au long de la formation. Et ces projets-là, nous allons les mettre en œuvre de commun accord avec les jeunes des différentes localités pour leur permettre de prendre connaissance de ce qu'est réellement le leadership et ensemble contribuer au développement du Bénin. Je me suis engagée. Mon leitmotiv, c'est le militantisme à la base pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans le processus de développement. Pour cela, les jeunes leaders sont suffisamment outillés. Tout le temps de leur formation, ils ont été au contact de 45 experts. Ils ont davantage pioché en connaissances et décelé chacun le chemin à suivre. Nous avons voyagé à travers l'histoire du Bénin, les institutions du Bénin. Nous avons fait aussi la radioscopie de l'économie béninoise, l'offre de formation et les besoins en termes de formation en adéquation avec l'emploi au Bénin et un ensemble de thématiques riches quand même qui m'ont permis déjà d'initier des activités sur le terrain, d'amener certains jeunes de ma localité à connaître l'histoire du pays. La Fondation Friedrich Ebert au Bénin, initiatrice de la formation, s'inscrit ainsi dans la droite ligne de sa conviction. Mais elle a tout de même quelques attentes. Notre conviction est de contribuer au renforcement de la démocratie béninoise à travers une préparation patiente et méthodique des futures classes dirigeantes. Le moins que nous attendons cependant de vous, c'est de révéler le leadership qui est en vous pour pouvoir révéler votre génération, pourquoi pas révéler le Bénin tout entier. Lui, c'est un jeune leader de la première promotion. En sa qualité d'aîné, Guy Mitokpe a rappelé le sens et le dévouement qui doivent caractériser chacun pour la sauvegarde de la démocratie béninoise. Message reçu par les nouveaux récipiendaires qui disent être désormais prêts à relever les défis. Hors du Bénin au Sénégal, l'indice du chiffre d'affaires de l'industrie et du BTP a baissé de 4% durant les 9 premiers mois de 2018 comparé à la même période de 2017. Cette situation est due à la fois au sous-secteur des BTP construction de l'industrie. Le premier a enregistré 3,8% de régression à 129,9 points contre 135 points au terme des 9 premiers mois de 2017. Au niveau de l'industrie, on relève un repli de 3,5%.
La BCEAO annonce un programme d'éducation financière dans le cadre de sa stratégie régionale d'inclusion financière. Il s'agit à travers ce programme de faire en sorte que les populations comprennent les services financiers auxquels elles ont accès. L'éducation financière est le processus par lequel des consommateurs ou investisseurs améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers. Ce processus va ainsi permettre, entre autres avantages, aux populations de faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, de savoir où trouver une assistance financière ou encore de prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous, Amadina Niabossou, pour la présentation du journal. On revient en plateau. Le grand rendez-vous continue avec vous, chers téléspectateurs. Et là, nous allons parler culture, Horizon Culture. Ouida, cité touristique du Bénin, bientôt sur la liste mondiale de l'UNESCO. Bon, je dirais que c'est un défi que les gens se sont fixés, je dirais des experts également, des autorités à divers niveaux, que ce soit du point de vue central que local, par rapport donc à cette ville. Est-ce possible? On se demande, est-ce que Ouida a vraiment les potentialités pour se retrouver sur cette liste? On a invité sur ce plateau l'un des organisateurs du symposium dans le cadre bien sûr du festival Glehouéhoué cette année. Bonsoir, Paco Malomapé. Bonsoir, cher ami. C'est un plaisir de vous avoir une fois encore sur ce plateau pour parler toujours patrimoine, parler culture, parler de matières premières pour l'économie du tourisme au Bénin. Ouida sur la liste du patrimoine mondial, l'objectif c'est pour 2028, c'est-à-dire 2028, mais d'où est venue l'idée? Alors l'idée est venue de la structure qui a été recrutée par le comité d'organisation de Glehouéhoué. Glehouéhoué, c'est une fête identitaire qui rassemble les filles et fils de la ville de Ouida. Voilà. Et donc la structure qui a eu la gestion de la fête a proposé un projet, un symposium, qui fait un peu la différence entre ce qui se faisait depuis plus de 50 ans par rapport à cette fête, où c'est beaucoup plus les événements culturels et puis un pique-nique, etc. Il est question juste de penser au développement à long terme de la ville, un développement durable, etc. Et c'est pour ça qu'on a vu que l'atout que la ville a, c'est surtout l'atout culturel et patrimonial. Et par conséquent, comment on peut faire pour capitaliser cet atout-là? D'où l'idée de l'organisation d'un symposium qui porte sur le thème Ouida, ville patrimoine mondial de l'UNESCO à l'horizon 2028. Voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à l'origine. Et nous le devons à M. Rahman Aledji, qui est le directeur de l'agence Laboratoire. Laboratoire, ok. D'accord. Donc, Ouida, sur cette liste, la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 2028, est-ce possible? Est-ce qu'on a vraiment les moyens? Est-ce qu'on a les arguments pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Déjà, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez, le Bénin a travaillé pendant plus de 30 ans sur l'inscription de ce qu'on appelle la route de l'esclave sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, la route de l'esclave? Oui, la route de l'esclave. Aujourd'hui, quand on fait le point, ce projet ne peut plus aboutir. Pourquoi? Ça a été une information triste que nous avons eue lors du symposium. Parce que la lenteur dans le processus de production du document déposé au niveau de l'UNESCO, les difficultés d'organisation, toutes les ressources engagées par l'État béninois et des partenaires pour accompagner l'initiative n'ont pas abouti. Parce qu'un temps, il y a eu peut-être la détermination des gens pour pouvoir aller jusqu'au bout n'a pas été affichée et manifeste. Et donc, il y a eu des concurrences. Il y a d'autres pays qui ont travaillé suffisamment et qui sont très avancés sur leur projet d'inscription de la route de leur pays sur la liste du patrimoine mondial. Et quand c'est le cas, on est obligé de faire passer d'abord ce dossier et voir dans quelle mesure le Bénin peut, par le processus d'extension, inscrire maintenant son site.
Mais il faut d'abord qu'on finisse d'abord avec les autres. Et par conséquent, pour nous, c'est hypothéqué, en fait, pour le moment. Alors, dans cette condition, il y a une chance. Et nous-mêmes, on ne savait pas. C'est lors des débats qu'on a compris que la dynamique ou le processus d'inscription de la ville de Ouidah sur la liste du patrimoine mondial est comme une chance pour redonner vie à la possibilité pour le Bénin d'inscrire enfin, non pas la route de l'esclave, mais toute une ville dans laquelle maintenant on va intégrer la route de l'esclave. Parce que, vous le savez, Ouidah regorge les plus grands sites et espaces liés à l'esclavage, par exemple l'espace de Maï, la porte du non-retour, l'espace qu'on appelle la place aux enchères, etc. Et le fort portugais, qui est aujourd'hui le musée d'histoire de Ouidah. Voilà la situation. Alors, lorsque nous avons échangé, il était question de voir quels sont les atouts dont dispose la ville. Et je vais vous les citer un peu. Il y en a tellement. Premièrement, nous avons des sites et espaces liés à l'esclavage qui se trouvent en condensé vraiment dans la ville. Tout est encore en place pour pouvoir convaincre vraiment l'UNESCO. En tout cas, il y a eu des dénaturations, mais ces sites-là existent. Et il y en a même qui existaient qu'on ne comprenait pas. Et donc, il est question aujourd'hui de mettre en place un dispositif d'aménagement et de revalorisation de ces espaces-là qui existaient et qu'on ne maîtrisait pas. Par exemple, nous avons appris avec Sa Majesté Dada Kounokouna II qu'il y a eu des sites où il y a eu d'énormes combats entre les autochtones Kola et puis Ouidah lorsque la ville, enfin, je veux dire, le royaume de Sarré, qui est aujourd'hui servi, enfin, qui gouverne Ouidah, d'alors a été pris par le roi Gadja en son temps. Donc, il y a des sites comme ça qu'il faut encore réintégrer dans le processus de route, parce que tous ces sites ont un lien direct avec l'esclavage. Il n'y a pas déjà des maisons sur... Oui, il y a des dénaturations. Et malheureusement, enfin, il y a eu des difficultés d'aménagement, compte tenu peut-être de manque d'éveil des autorités communales pour définir, par exemple, un cadre urbain d'aménagement du territoire, etc. C'est des questions qu'il faut régler. Bon, et après ça, je parlerai du patrimoine architectural de la ville. C'est Ouidah qui fait l'exception avec d'autres sites qui sont dans le processus d'inscription de la liste, comme Grand Bassam et puis Gorée. Ouidah a non seulement des sites en rapport avec l'esclavage, mais nous voyons une architecture qui englobe l'architecture romaine avec la basilique, l'architecture afro-brésilienne, comme vous voyez, la résidence du gouverneur qui est juste derrière la mairie de Ouidah. Et nous avons l'architecture afro-brésilienne dont l'un des bâtiments a été récupéré par la fondation Zinsou pour mettre le musée d'art contemporain à Ouidah. Nous avons l'architecture vernaculaire, et donc les couvents, etc. Et nous avons l'architecture anglaise avec, vous savez, il y a des forts, il y a aussi des espaces que les Anglais ont mis en place là-bas pour mener ce commerce-là dont on parle, et puis l'architecture un peu portugaise. Et donc, en plus de ces architectures, nous avons, on nous l'a dit, plus de 100 couvents dans la ville de Ouidah. Et chaque couvent avec ses spécificités, son intérêt, son originalité et son lien avec soit la construction de la société, la construction de la paix dans la société, soit avec aussi le commerce triangulaire. Et on a le paysage balnéaire, donc la plage. Nous avons Djekbadji avec la lagune qui développe aussi d'autres activités de savoir-faire qu'on appelle la salicole, on fabrique du sel, etc. Donc voilà tous ces éléments qui se retrouvent dans la ville de Ouidah et qu'on n'arrive pas à capitaliser à travers un processus d'inscription sur la liste de patrimoine. Et désormais, l'engagement semble être vraiment être pris. Surtout par les experts. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Vous, les experts, mais il reste également les autorités locales. Il faut que la politique accompagne. Vous savez, il y a eu des inquiétudes des participants à ce symposium qui ont dit mais il va falloir à un moment donné que les politiques se retirent, confient les moyens aux experts, aux techniciens, pour qu'ils puissent travailler. Il faut les convaincre. Sans faire le jeu de politique. Il faut les convaincre. Et ils sont convaincus, mon frère. Ils sont convaincus parce que la DPC, qui a représenté le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, était là et a dit de donner son discours. Et dans son discours, ça a été clair. L'État est le ministère s'est engagé. Les autorités communales aussi étaient là et ils ont confirmé leur disponibilité, etc., pour
qu'on puisse vraiment aller au bout de ce projet. Mais Ouida, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ça apporte quoi déjà? Vous savez, Gorée embrasse plus de 500 000 touristes par an, alors que le Bénin, nous sommes encore à 20 000 touristes. Ça apportera ce que le tourisme apporte aujourd'hui à Grand Bassam, des milliers d'emplois, d'énormes partenariats entre... Vous savez, c'est ce que en réalité l'actuel président a compris en mettant dans son PAG comme pilier central tout le développement du tourisme. Ce que le tourisme apporte à un pays. Je ne dis rien. Prenez le cas de la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question du retour des biens préoccupe encore les Français. Vous savez, malgré ce que, on en parlera certainement, malgré ce que le président Macron a promis, il y a un rebondissement maintenant avec le ministre français qui a dit que lorsque eux, ils parlent de restitution, il n'y aura pas de restitution de circulation. Voilà. C'est parce qu'on a compris que c'est le tourisme qui permet de gérer. Et il y a tourisme parce qu'il y a la matière première qui est, par exemple, le patrimoine. Et ce patrimoine, c'est lorsqu'on l'inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, où c'est que la ville inscrit, ou le site inscrit, ou le bien inscrit s'ouvre au monde entier. Et les gens, ça suscite des curiosités, des envies de venir voir. Voilà ce qui va se passer lorsqu'on le fait. Et donc, lorsqu'on le fait, c'est les hôteliers qui vont gagner. C'est les gens qui entretiennent les maquis qui vont gagner. C'est les guides de touristes qui vont gagner. C'est le transport qui va évoluer. C'est les recherches. C'est l'éducation, c'est la fierté des Béninois ou des Ouidaniers, c'est la jeunesse du Bénin ou des Ouidaniers qui va gagner. Voyez-vous, c'est énorme. Je ne pourrais pas dire tout ce qu'on peut gagner. C'est-à-dire la mise en tourisme, la reconnaissance par l'UNESCO a ce qu'on appelle un effet multiplicateur énorme dans tous les autres secteurs de la vie. Et on est toujours à l'étape d'idée. Bon, on n'a pas encore avancé. Ce qui est sûr aujourd'hui, à l'issue du symposium, il a été mis en place un comité scientifique, d'experts, etc., pour faire le suivi et l'évaluation. Ce comité a des hommes comme le maître de conférence Didier Prenouné, Franck Ogou, moi-même Paco Malompe et bien d'autres, les Dada, et puis même le professeur Honoré Agassi, ils vont superviser ce travail-là. Et ce comité est déjà réellement prêt pour mener le travail intellectuel qu'il faut. Il reste maintenant l'accompagnement des politiques, notamment la gouvernance locale, donc la mairie de Ouida et ce conseil, pour mettre en place les moyens, les ressources qu'il faut, l'espace qu'il faut pour le travail. Il reste l'accompagnement de l'État central à travers le ministère de la Culture. Et je crois que nous avons eu le hockey de la DPC pour accompagner ces initiatives. Et donc, je pense qu'il y aura difficilement des difficultés à mener ce combat parce que la population est décidée, parce que les experts sont décidés, parce que aussi l'accompagnement politique est sans doute là. Merci en tout cas de venir nous donner espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, on comprend tout simplement. Merci à vous, Paco Malompe, d'être venu sur ce plateau. On va se retrouver sur d'autres plateaux pour continuer toujours à parler de gestion de patrimoine culturel, bien sûr, du Bénin. La suite du grand rendez-vous, ce sera sur la toile à présent. On va suivre l'actu web réalisé par Fulgencia. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a procédé hier au lancement des travaux préparatoires d'experts de la CEDEAO. Cette rencontre est organisée en prélude à la 3e conférence des ministres en charge de la recherche. Mettre l'accent sur la science, la technologie et l'innovation pour la transformation des économies des États membres de la CEDEAO d'ici 2023. C'est autour de ce thème que plus de 200 délégués et experts vont échanger. La ministre de l'Enseignement supérieur a suggéré une exonération d'impôts en faveur des entreprises et des personnes qui mettront des fonds à la disposition de la recherche. Les propositions qui vont ressortir de cette séance vont contribuer à réduire la pauvreté et accélérer le niveau d'industrialisation dans l'espace
réduire de 40% le taux de retard de croissance chez les enfants africains de moins de 5 ans d'ici 2025. C'est l'objectif que s'est fixé la Banque africaine de développement, la Fondation Dangote et Big Win Philanthropie. Pour ce faire, la banque envisage augmenter la proportion d'investissement pour la nutrition dans les secteurs de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement ainsi que dans bien d'autres secteurs. La banque entend encourager les pays membres à investir dans ces secteurs pour accroître la croissance économique. Pour Jamie Cooper, président de Big Win Philanthropie, la nutrition est aussi importante que les investissements dans les infrastructures et le pouvoir de stimuler la croissance économique. En 2017, plus d'un tiers des enfants africains âgés de moins de 5 ans souffraient de retard de croissance et de malnutrition. Les Américains rendent un dernier hommage à George Bush. Le président américain Donald Trump a décrété hier une journée de deuil national. Il a ordonné la fermeture des administrations fédérales. Lors de l'oraison funèbre, George Bush fils, avec beaucoup d'émotion, a déclaré que son père cherchait le bon en chaque personne et était le meilleur père qu'un fils puisse avoir. Une cérémonie est prévue ce jour à Houston. L'ancien président américain sera enterré aux côtés de sa femme Barbara, décédée en avril. Pour l'occasion, tous les anciens chefs d'État étaient réunis. Revenons au Bénin avec cette information pour boucler l'actualité sur la toile. Un lion errant depuis près de 3 semaines trouble la quiétude des populations de Koulékamé. L'animal serait apparu 3 fois dans la région. Une équipe composée de forestiers et de forces de sécurité publique du commissariat d'Adjaromé a été dépêchée sur le terrain pour faire le constat. Les habitants sont invités à éviter les déplacements nocturnes. Face à cette situation, le préfet du département du Koufo, Christophe Megbedji, a pris un arrêt qui autorise les agents à neutraliser l'animal en cas d'extrême urgence. C'est ici que s'achève votre revue web. À demain pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Fulgencia Rontondi, pour l'actu web. Vraiment à demain donc pour d'autres informations. Mais à vous, chers téléspectateurs, nous restons toujours encore ensemble. On suit d'abord la météo avant de partir.
Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir d'avoir partagé en tout cas ce moment avec vous sur le grand rendez-vous. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Demain 19h00, on va se retrouver pour une autre édition du grand rendez-vous. Ciao, ciao.